Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh ben écoute, bienvenue Anne au micro des Frappés. Je suis super content de te recevoir après toutes ces années, échanger, se rencontrer à l'occasion des visios des Frappés, des week-ends des Frappés. Tes récits, je pense que la première fois que j'avais entendu vraiment un peu plus de détails, en tout cas sur tes aventures, c'était sur une visio des Frappés que tu avais animée et tu nous avais parlé de ton voyage en solitaire au Kirghizistan. Tu nous avais bien fait rêver. Donc écoute, voilà, vraiment ravi Anne qu'on puisse enfin se faire cet épisode sur les Frappés. Bah écoute, merci à toi Loïc, je suis tout aussi ravie que toi. Ça m'a vraiment touchée quand tu m'as proposé de participer au podcast. Et j'adore ton podcast en fait, donc je suis vraiment, vraiment très touchée. Non, c'est chouette. Ouais, merci beaucoup. Top. Ce qui m'a donné l'idée, ou en tout cas, je me suis dit, mais évidemment, il faut évidemment interviewer Anne. C'est qu'on s'est vu il y a peu de temps à Aix-en-Provence, Oui. où alors. T'as pas accepté, mais je t'avais gentiment quand même proposé tu faisais un gros trip à vélo, tu vas nous en parler, je pense que ça va être l'essentiel de l'échange, et je t'avais gentiment proposé de dormir sur le chantier de mon appartement entre les sacs de ciment et les plaques de placo. Bon, visiblement, t'avais préféré quand même aller chez Lilian, un autre ancien invité du podcast que je salue d'ailleurs. Mais bon, on s'était quand même croisé pour je pense un pain au chocolat un peu gras décongelé d'Intermarché et je crois pas de café parce qu'il devait pas y avoir de machine à café. Non, c'est vrai qu'il y avait pas de café. Ouais. Je t'en ai beaucoup voulu après. Voilà, donc c'était un accueil, somme toute assez déplorable. Mais du coup, tu m'avais raconté un petit peu ce que tu faisais à ce moment-là et je m'étais dit, waouh, c'est quand même incroyable. Donc il faut absolument qu'on en fasse un épisode. Extra. Pour celles et ceux qui te connaîtraient pas, qui t'auraient pas vu justement sur la visio des Frappés, les week-ends des Frappés, etc. Qui es-tu, Anne ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? D'où tu viens ? Voilà, qui est Anne ? Qui suis-je ? C'est une bonne question. Je sais pas si je vais répondre en quelques minutes. Alors moi, je suis bretonne d'origine. J'ai 32 ans. Et j'habite dans l'est de la France depuis quelques années maintenant parce que j'avais déménagé pour le travail. Après avoir baroudé un peu partout, j'étais partie en Amérique du Sud, en Norvège, en Irlande. J'avais bien crapahuté dans ma vingtaine, on va dire. Et voilà. Et je suis quelqu'un je pense que les gens me décrivent de façon très dynamique. Je suis déterminée, très curieuse et j'aime des choses très différentes, tu vois. Autant le sport, la nature, je suis hyper sensible aux textures des choses et en même temps je vais beaucoup lire, écrire, je fais de la peinture, je fais mes propres matières et tout ça. Voilà, donc c'est assez c'est plein de choses très différentes et voilà, et le sport occupe une place quand même importante, j'ai envie de dire de plus en plus importante dans mon quotidien. Voilà. Excellent. Quand tu dis que le sport occupe une place de plus en plus importante dans ton quotidien, c'est quoi ton histoire avec le sport, enfin ta relation au sport depuis petite jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment un gros changement qui est en train de s'opérer ou tu as grandi dans un environnement où le sport était un pilier important ? Alors, j'ai pas grandi dans un environnement sportif. Dans ma famille, c'est pas vraiment une famille de grands sportifs, mais mon père avait été militaire, donc je pense que quand il me racontait ces trucs, ça m'intéressait quand même pas mal. J'ai toujours eu l'esprit de compétition et j'ai toujours adoré le sport, mais que je pratiquais que dans ma scolarité, tu vois. Je faisais pas de sport extra-scolaire, on va dire. Okay. Et ce qui m'a beaucoup manqué, en fait. Je pense que j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir être autonome et pouvoir faire ce que je voulais, mes pratiques, etc., m'inscrire à le plus de dossards possible pour rattraper, je pense, un peu le temps perdu. Et c'était... Ouais, je me souviens, au collège, il y a une année où j'étais la deuxième à courir le plus vite de ma classe, tu vois. J'étais super fière, mais je pouvais pas pratiquer l'athlétisme en parallèle, donc c'était un peu frustrant. En tout cas, j'ai toujours eu cette appétence-là pour le sport et pour l'aventure de façon générale. Mais ça, je pense que c'est lié
à mes origines bretonnes et au fait que j'ai la chance de pouvoir pratiquer la voile depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans. Et sur la côte nord, tu vois, de la Bretagne, spécifiquement à Saint-Malo, et c'est quand même, allez, c'est une zone de départ, tu vois, aux courses au large, des explorateurs et tout ça. Et donc, on allait tout le temps voir le départ de la route du Rhum, par exemple. Et quand j'étais petite, je m'étais dit que moi aussi, un jour, j'allais faire ce départ-là. Et que j'allais même, j'avais dit à mon père que j'allais lui offrir un bateau pour qu'il fasse la route du Rhum, qu'on soit en concurrence. Il attend toujours le bateau. Mais ce truc-là, un peu de défi sportif, etc., des choses un peu grandes, un peu lointaines, j'en ai toujours eu envie. Et donc, j'ai commencé vraiment à me mettre au sport plus tard, en fait, pendant les études, mais de façon petit à petit, tu vois. La première course que j'ai faite, c'était en 2015, et je me suis inscrite à un semi-marathon. Et ça, ce qui m'a permis d'être rigoureuse, tu vois, dans les entraînements, etc. Et puis ensuite, je me suis un peu éparpillée. Donc, tu vois, la rando en haute montagne, les raquettes, un peu, ouais, très peu de ski, mais un petit peu. La voile, beaucoup. La course à pied. Je suis assez vite passée au trail parce qu'en fait, j'aime pas du tout courir sur le bitume et en ville. Donc, j'ai bifurqué vers ça. Et puis, je pratique l'aviron aussi. Et ça, c'est un sport qui est ultra complet, qui me prend pas mal de temps. Et puis, depuis peu, le vélo, qui est une découverte assez récente quand même pour moi. Enfin, c'était mon moyen de transport avant, mais je le pratiquais pas de façon sportive. Et là, ça commence à, je commence à comprendre le virus de la trentaine des gens qui font du vélo, quoi. Ouais. Tu as rapidement évoqué tes voyages. Il me semble que le dénominateur commun à pas mal des expériences que tu as vécues à l'étranger, c'est que tu as un peu une appétence pour les voyages en solitaire, il me semble. Ouais, j'aime bien partir en solitaire. Bon, j'aime bien tous les formats, tu vois, ils sont tous intéressants. Je les ai tous faits globalement, mais en fait, quand je pars seule, je me sens beaucoup plus disposée aux choses, tu vois, disposée. J'ai l'impression d'avoir le cœur un peu plus ouvert et d'être beaucoup plus présente à ce qui se passe. Je suis plus disposée à l'inconnu, aux rencontres, même au contact avec la nature, tu vois, je suis très sensible à ça. Et c'est pas, je me sens, en fait, je suis physiquement seule, mais je me sens pas seule, quoi. Tu vois, c'est Ouais. pas. Et même parfois, d'ailleurs, je suis pas forcément. Enfin, comme tu rencontres plein de gens, parfois t'es rarement seule. Ça m'est arrivé dans des randonnées, au bout d'un moment, de dire aux gens, bah, partez devant et j'attends 2 heures pour pouvoir partir seule, quoi, parce que je cherchais aussi ça. Et mais ouais, non, j'aime bien ça. Je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je me sens plus ancrée dans le présent de ces moments-là. Ouais. Et comme tu dis, je trouve que, enfin, personnellement, ça me parle à fond. Je suis vraiment d'accord avec toi sur cette notion de disponibilité, tu vois. Enfin, quand je pense à tous les voyages que j'ai fait en solo et parfois dans certains endroits où je suis retourné après avec d'autres personnes, ou alors j'y suis allé d'abord avec des personnes, puis j'y suis retourné tout seul. Et les expériences, enfin, n'ont absolument rien à voir entre elles. Parce que quand t'es seul, bah, tu prêtes attention à tout. Enfin, je trouve, hein, t'es beaucoup plus réceptif à ce qui se passe autour de toi. Tu notes peut-être des choses que tu n'avais pas forcément identifiées quand tu étais avec des amis ou de la famille, bah, parce que tu discutes, parce que t'es dans ta bulle, en fait. Une sorte de bulle tu vois, qui passe à travers des scènes, etc. Mais tu fais pas vraiment gaffe. Alors que quand la bulle, il y a que toi dedans, bah, finalement, tu es beaucoup plus réceptif à tu vois, une scène sur un marché, une action dans la rue, une peinture sur un mur en ville. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, Bah, si, je suis d'accord avec ça. En fait, tu vois, moi, quand je pars seule, c'est vraiment un truc que t'es seule avec toi-même et ça fait du bien aussi. On est rarement seul avec soi-même parce qu'on est toujours sursollicité par plein de trucs dans notre quotidien. Et il faut être discipliné pour s'octroyer des moments, tu vois, un peu de repos, de mise en veille. Mais je trouve que quand tu pars comme ça en voyage, tout est un peu décuplé, tu vois. Tes émotions, je trouve parfois, elles sont beaucoup plus fortes, il y a plus d'intensité. Et quand tu vis seul, je trouve que t'es très vite au contact de ça. Et moi, j'aime bien. Après, j'aime bien aussi, quand tu pars avec d'autres gens, tu peux partager, t'as des souvenirs en commun. Enfin, c'est des choses, c'est un autre rapport au voyage et les deux sont chouettes. Mais c'est vrai que moi, je pense que j'ai besoin tous les ans de faire quelque chose vraiment seul. Ça, c'est, ouais. Ouais.
Ça a été quoi d'ailleurs, en parlant d'expérience en solitaire, sans évoquer la dernière à vélo, mais ça a été quoi ton expérience solitaire à l'étranger qui pour toi a été la plus marquante, que ce soit en bien, tu vois, dans les difficultés que tu as eu à gérer, s'il y en a eu, enfin, c'est celle où vraiment tu te dis, voilà, ça c'est le voyage en solitaire que j'aime. Mmh. En voyage ou en déplacement, parce que en fait, j'ai passé plusieurs mois à l'étranger, mais dans le cadre de mes études, mais où Ouais, en fait, tu pars quand même seule. Et j'ai été quand même très marquée par la Norvège. ok. Enfin, par tous mes voyages, mais la Norvège, j'ai un contact magnétique un peu avec ce pays, tu vois. J'ai l'impression d'avoir laissé d'ailleurs un petit pourcentage de moi-même là-haut, parce que j'étais en Norvège, dans une petite ville qui s'appelle Alta. C'est entre Tromsø et le Cap Nord, en gros. Donc, t'es à 240 km au sud du Cap Nord. C'est la dernière ville là-haut. Et là-bas, il y a rien, en fait. Enfin, je veux dire, c'est la nature vraiment sauvage, à l'état pur, les grandes étendues, des conditions intéressantes, enfin, moi, que je connaissais pas du tout, parce que, alors, j'y étais surtout l'été, mais quand même, tu sens que t'es loin, que t'es haut sur le globe, et là, j'ai fait pas mal de rando seul, de choses comme ça, et j'ai trouvé ça un côté très apaisant et en même Mhm. temps qui me permettait justement aussi de me dire, mais qu'est-ce que je veux en fait, tu vois, qu'est-ce que je veux dans ma vie, de poser des questions peut-être un peu plus comme ça où tu as la place de te les poser. Et et voilà, c'était pas pour le coup pas forcément le côté sportif, même s'il y avait des randos qui étaient bien sportifs, c'était plus ouais le rapport à la solitude et aux grandes étendues. Ouais, qui m'a marqué là-bas. Qu'on sent vachement en Norvège, hein. Norvège, j'avais vu quand j'étais. Je sais pas si t'avais dû écouter les épisodes sur l'expédition Bâtard. Mhm. Euh, et du coup, j'étais allé regarder la densité de population parce que comme toi, j'avais été quand même. Enfin, c'est marquant quand même comme pays, hein. Parce Ouais. que c'est à la fois. T'as à la fois un sentiment d'isolement profond et en même temps, t'es jamais complètement déconnecté, si tu le veux, de la civilisation, tu vois. Enfin, moi, les coins où j'étais, globalement entre Bergen et Öresund, il y avait 4G, 5G partout. Le moindre port, on arrivait, borne Wi-Fi, borne électrique. Tu vois, c'était des tout petits ports, des coins très isolés, mais parfaitement modernisés. Ouais, ouais. Et du coup, j'étais allé regarder la densité de la population, qui est inférieure à celle de la Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est à peine plus de 10 habitants au kilomètre carré. Donc c'est vrai que je pense que c'est effectivement typiquement un coin où tu peux vite te sentir face à toi-même, quoi. Ouais, et en fait, moi, j'étais partie là-bas aussi. Bon, dans le cadre de mon mémoire, je faisais de la recherche sur place, mais aussi pour me dire, il paraît qu'on peut être heureux partout, donc j'ai envie d'aller voir quoi. Un peu un truc, est-ce que je peux être heureuse dans un tout petit endroit où il n'y a pas grand monde C'était aussi de la curiosité vis-à-vis de moi-même, tu vois, de me dire, ok, est-ce que vraiment tu pourrais vivre partout Et c'était assez drôle de se dire que, tu vois, pour nous, ça nous paraît exotique, mais pour les Norvégiens qui sont nés là-bas, ça n'a rien d'exotique. Ouais. J'avais été frappée parce que dans le cadre justement de mon mémoire, j'avais été une petite semaine à Svalbard, c'est quand même improbable. Mais moi, ça me paraissait improbable, tu vois, et un peu inouï. Mais les Norvégiens avec qui je travaillais, oui, nous, toutes nos vacances d'hiver là-bas. Ah oui, d'accord. Le rapport à la géographie est quand même très marqué par le lieu d'où tu viens, je trouve. Ouais. Mais j'en avais pris conscience quand même à ce moment-là, je pense. Je pense de la même manière que tu as des Nord-Américains dont tu vois, l'intégralité de l'histoire récente se résume à peu près 200 ans ou 250 ans quand ils débarquent vers chez toi, tu vois, que ce soit à Saint-Malo ou Strasbourg-Metz, avec le moindre coin de rue, il y a une maison qui a 800 ans. Ouais, ouais. Tu vois, ça doit leur paraître complètement fou qu'on passe devant en se disant, Ah rien en mais fait. ah ouais, non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai reçu un ami du Pérou. J'ai passé quelques temps au Pérou il y a longtemps maintenant, 12 ans, et qui faisait son premier voyage en Europe, tu vois. Et lui, il était fasciné par l'architecture. Il voulait absolument voir tout en architecture. Moi, j'avais envie de l'emmener se promener dans la nature et tout. Et lui, pas du tout. Et ça le fascinait que je puisse vivre dans un bâtiment qui avait plus de 600 ans, tu vois. Ouais, Et moi, non, c'est pas que je suis pas indifférente parce que j'adore l'architecture, mais oui, je me fais pas la réflexion tous les jours, quoi. ouais. Ouais. Ok, la Norvège.
Il y a des coins où tu es retourné d'ailleurs parmi tous tes voyages là, parce que là tu as évoqué quand même plein de destinations, l'Europe du Nord, le Pérou, le Svalbard, j'avais oublié que tu étais allé au Svalbard, mais même si c'était qu'une semaine, je pense que ça va être bien marquant. Le Kirghizistan, enfin, est-ce qu'il y a des coins où tu retournes ou Rarement. Je suis Ouais. retournée en Irlande, mais sinon, assez rarement. C'est pas par manque de volonté. Non, non, tu vois, tu parlais du Kirghizistan, j'aimerais beaucoup y retourner, mais sous une autre forme, parce que j'avais voyagé. J'étais pas seule, d'ailleurs. Je devais partir seule, mais je suis finalement partie avec une amie qui est venue un peu de façon spontanée. Mais elle s'est greffée à mon voyage, quoi, tu vois. Moi, j'ai dit, moi, j'ai envie de voyager en stop et tout, donc on a tout fait comme ça. C'était super. Et là, j'aimerais bien y retourner de façon différente. Pourquoi pas à vélo, justement. Traverser ça à vélo. Parce que c'est tellement grand que au départ, tu vois, quand je faisais pas de vélo, je me disais, j'y retournerais, mais je le ferais à pied. Maintenant, je me dis que je vais peut-être le faire à vélo quand même. Ouais. Ouais. D'y aller à vélo ou de traverser le pays à vélo? Bon, dans un premier temps, l'idée, c'est de traverser. Il faut beaucoup de temps pour y aller à vélo. Ouais. Je sais pas encore, mais en fait, comme le Tadjikistan m'intéresse aussi beaucoup, juste en dessous. Ça dépendra du temps, tu vois, mais c'est vrai que c'est des endroits qui sont très chouettes, qui m'ont aussi beaucoup marqué. Voilà, j'en ai pas parlé parce que j'étais pas seule, ça répondait pas à ta question. Mais le Kirghizistan, ça a été un énorme coup de cœur. J'y suis allée en 2018 et j'ai bien fait, je pense, parce que après il y a eu Pékin Express et je pense qu'il y a eu un pic de fréquentation. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué là-bas, c'est que en fait, quand je vais dans un pays, j'essaye de m'intéresser à son statut économique, à sa politique et tout ça. Et là-bas, il y avait vraiment un mélange trop bizarre entre l'héritage de la période soviétique, que j'ai bien vu parce que j'ai visité un commissariat de police dans mes péripéties là-bas, et c'était omniprésent. C'était assez drôle comme moment. Et en même temps, tu sens une impulsion d'envie de développement économique. Et en fait, pour eux, le tourisme, c'est facile, et c'est la voie royale parce que c'est vraiment très très beau comme pays, ça attire. Sauf que nous, aujourd'hui, en France, tu vois, on aurait une réflexion mesurée, on va dire, de comment tu développes le pays. Là-bas, je sais pas s'ils ont le temps de faire ça, tu vois, mais je sais pas si les endroits que j'ai vus aujourd'hui sont aussi dénués d'hôtels, de construction, ouais. Donc j'étais contente d'y être allée assez vite, ouais. Mais parlons-en un peu du Kirghizistan, mais par rapport, juste pour réagir à ce que tu dis, alors je veux pas faire un parallèle foireux, mais j'ai l'impression que les voyages, plus je rencontre de gens, tu vois, qui ont vécu des expériences il y a longtemps, qui sont allés dans des coins et qui ont énormément évolué, plus j'ai l'impression que le voyage, en fait, c'est un peu comme des fois ce que tu entends dans l'immobilier ou les investissements, tu vois, où le meilleur moment d'investir, c'était hier, en fait. Le voyage, je commence à me dire que c'est peut-être pareil, et je discutais il y a pas longtemps avec un gars au boulot que je connaissais, enfin, je travaillais avec lui, mais je le connaissais pas, qui m'expliquait que quand il avait 20 ans, donc il y a presque 30 ans, il avait fait une sorte de tour du monde, et il me montrait des photos, il était en Afghanistan, il a traversé l'Iran, tu vois, et je me disais, mais il a traversé une bonne partie de l'Afrique. Et je me disais, putain, mais c'est impossible aujourd'hui de faire ça. Enfin, c'est impossible. La manière dont il l'a fait, la relative sérénité avec laquelle il l'a faite, ça me paraît complexe aujourd'hui, tu vois, de se lancer, d'aller traverser le même genre de destination. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais bon. En fonction de la géopolitique, tu veux dire? Ouais, de la géopolitique, et même par rapport au fait que il avait fait l'Amérique du Sud aussi, et donc il m'expliquait comment il était allé au Machu Picchu, et moi j'y suis allé au Machu Picchu, et c'était il y a 10 ans peut-être. Ouais, un peu plus. J'ai peut-être creusé. C'était déjà très organisé, structuré, un nombre de places limitées. Enfin, à la limite, bien, tu vois, parce que du coup, le site était vraiment préservé. Mais tout était absolument encadré. Enfin, à aucun moment, je me suis dit... à aucun moment, j'ai pu jouer à l'aventurier des temps modernes, à me dire, je suis dans un lieu complètement hors des sentiers battus, etc. Ouais. Et lui, il a vécu ça, tu vois. Lui, il est allé, il y avait rien, personne. C'est un paysan qui habitait dans la vallée d'à côté, qui l'a fait, tu vois, qui lui a fait traverser les ruines. Enfin, incroyable, absolument incroyable. Donc je sais pas, j'en sais rien. Je te partage ça, mais en même temps que je te le dis, je me dis, est-ce que c'est pas du coup moi une sorte de fainéantise où
je suis allé voir le Machu Picchu, alors peut-être qu'en me renseignant, etc., il y aurait peut-être eu d'autres choses à aller voir qui étaient moins connues. J'en sais rien, Mais ouais, mais je pense qu'il y a un peu de ça, de comment tu te détaches des récits des autres aussi. Enfin, Ouais. tu vois, des envies des autres. Je voyais encore hier un post sur Instagram, tu vois, c'était les 10 plus beaux sommets de. Et en fait, j'étais là, mais c'est les 10 plus beaux sommets selon toi. Ouais. Et sauf que là, en écrivant comme ça le récit, bah, ça va donner envie aux gens d'y aller, mais parce qu'ils vont suivre ton envie, pas la leur, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pas évident, mais de se détacher justement de ça, de ce que les autres font et des idées des autres, etc., pour aller vraiment chercher au fond de soi les scènes. Moi, le Kirghizistan, quand j'y suis allée, c'est parce que j'avais envie de grands espaces. J'avais envie, j'aurais pu aller, il y a des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi tu vas pas en Mongolie? J'ai dit, ah ben non, c'est trop connu, la Mongolie, j'ai pas envie d'y aller et de croiser plein de gens. J'ai envie d'être dans un pays où je connais pas la langue. Vraiment, ça me fascinait, tu vois, je voulais vraiment ça. Alors Et que tu parles couramment mongol, donc du coup. c'est vrai que j'aurais dû choisir la facilité. Et c'était génial, mais c'est vrai que j'en parlais pas trop après. Tu vois que j'étais allée dans ce pays-là parce que bon après c'est mon échelle, c'est une personne, mais j'avais quand même peur que du coup tous mes amis veulent y aller ensuite et non pas que je veuille pas qu'ils y aillent parce que c'est vraiment superbe à faire, à voir plutôt, mais plus en me disant zut cet endroit hyper préservé en fait. Bah, avec l'ère des réseaux sociaux, etc., il y a un risque de croissance trop rapide. Il y a ça aussi. Et tu vois, quand je suis allée au Svalbard, c'est la première fois que j'ai ressenti ça. J'étais pas très bien dans mon séjour là-bas parce que vraiment, je me disais, je n'ai pas à être là. Selon moi, à ce moment-là, quand j'y étais, je disais, mais l'être humain n'a rien à faire dans ces contrées lointaines, quoi, à y vivre. Et ce qui me choquait le plus, en fait, c'était moi, je venais dans le cadre de mon mémoire, donc un axe un peu différent, mais ce qui me choquait vraiment, c'était tous les bateaux, les énormes bateaux, tu vois, de croisière. Les gens, ils viennent, ils regardent le paysage à travers un écran, et plus vraiment le paysage lui-même, et pourquoi, tu vois, vraiment, ça m'a interpellée, et j'étais contente de repartir. J'aurais trop aimé repartir à la voile. Il y avait des Bretons en plus qui étaient là, jamais, vous pouvez pas me ramener. Et pour avoir un rapport aux choses beaucoup plus ajusté, mais bon, c'était pas possible à ce moment-là, parce que je travaillais, donc j'avais un agenda précis, mais je pense que ouais, il y a un rapport aux endroits où tu vas qui est aujourd'hui difficile à appréhender, je trouve. Le Kirghizistan, du coup, tu disais que ça t'a marqué pour un certain nombre par rapport à un certain nombre d'aspects du pays. Si on rentre un peu dans le détail, parce que je pense que c'est pas anodin, par exemple, tu vois, tu as beaucoup voyagé, mais que tu aies choisi, à l'époque, on avait fait la visio des frappés, de parler de cette expérience en particulier, c'est que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, de mémoire, de souvenirs positives de cette destination. Donc, c'était quoi, si on rentre un peu dans les détails, c'était quoi l'objectif du voyage et qu'est-ce que tu y as vécu? Ouais, alors c'est marrant que tu parles d'objectif. J'ai un objectif précis. En fait, je pars rarement avec un objectif ultra précis, et je pars avec des souhaits. Et donc là, je souhaitais être dans des grands espaces, dans un endroit loin de chez moi. J'aime bien être loin. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que le mouvement physique m'aide beaucoup à me déplacer à l'intérieur. Donc là, j'avais envie d'être loin. La barrière de la langue c'était un choix volontaire. Ça m'intéressait, tu vois, mais de façon sociologique aussi, me dire comment je vais communiquer avec les gens, comment les gens vont vouloir ou pas communiquer avec moi. Il y avait ce souhait-là, et le souhait d'être dans des grands espaces que j'avais jamais vus et que je reverrai peut-être jamais, avec cette conscience-là, et de me déplacer. Enfin, en fait, j'ai un rapport au mouvement qui est très fort, je pense. Enfin, là-bas, tu vois, j'ai voyagé en stop, mais j'ai aussi fait de la randonnée à cheval et à pied, de la haute randonnée dans des endroits où je me suis fait peur d'ailleurs, et c'était un peu pour tu vois, quand je pars en voyage ou même en vacances ou là dans mon dernier projet, c'est différent de mon quotidien, mais c'est jamais une parenthèse dans mon quotidien. Et ce voyage-là, j'avais envie qu'il me permette justement de me rendre compte un peu des choses que je pouvais vivre dans mon quotidien en France, sans que ce soit un truc fermé et que je rentre et que tout soit différent, tu vois. J'avais envie de rentrer en France avec un héritage de ce voyage-là, qui soit émotionnel ou pas, mais et là, je pense que ouais, je suis rentrée avec une soif de vie peut-être encore plus grande,
je pense, et un rapport humain. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est super dangereux là-bas. En plus, comme tu parles pas ni russe ni kirghize, ça peut être encore plus dangereux. Tu vas genre stop, ça va pas bien. C'est le pays où je me suis sentie le plus en sécurité, tu vois. J'ai jamais eu peur là-bas, jamais, jamais. Et pourtant, je voyageais en effet en stop, donc bon, on était deux, mais bon, on était deux jeunes blondes aux yeux bleus. Enfin, tu vois, entre guillemets, dans le cliché, on aurait pu se faire peur. En fait, on aurait pu écouter les peurs des autres et les freins des autres et pas faire tout ça. Et en fait, c'est un des pays, voire le pays, si je dois faire un classement, j'aime pas trop faire ça, mais si je dois en faire un où j'ai trouvé les gens d'une bonté hallucinante. Générosité. Mais ils sont super pauvres, ces gens-là, tu vois, ils ont rien. Et ils t'offrent ce rien-là qui est grand, en fait, tu vois. Je sais pas comment dire. Enfin, c'était assez marquant sur ça. Et je pense que je suis rentrée me disant, j'ai envie moi aussi d'être plus présente aux autres, en fait, tu vois. D'être ouverte si quelqu'un... tu vois, dans la rue, on marche. Moi, j'essaye de pas le faire, mais souvent avec nos écouteurs, des choses comme ça, notre téléphone, on profite d'un trajet pour écrire un message à quelqu'un, mais du coup, on profite pas de ce trajet-là pour croiser éventuellement le regard de quelqu'un. Et je pense que je suis rentrée de ce voyage en me disant, j'ai envie d'être plus présente. Ça m'a fait sourire quand tu as parlé de bonté, du fait que finalement, t'as rencontré des gens très généreux malgré le fait qu'il n'ait pas grand-chose. C'était le cas de la caserne de police aussi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé chez la police? En fait, un premier jour, en fait, on est arrivé je sais plus quel jour, mais dans la nuit à 3h du matin, et donc on avait réservé c'était chez l'habitant, une seule nuit, et tout le reste c'était champ libre pour ce qui allait se passer dans nos rencontres et tout ça. J'adore voyager comme ça, donc je réserve rien du tout. Et donc là, on avait décidé de partir plus au nord du pays et donc de rouler la nuit parce que comme c'est très grand, on s'est dit qu'on allait profiter de la nuit pour faire ce voyage-là. Et donc c'était trop drôle. On était avec une maman et ses 2 enfants, un couple de vieux. Je me disais mais c'est hallucinant. On fait un voyage et c'était dur comme voyage, tu vois, parce que tu roules pendant 13 heures à 110 km/h sur des routes de montagne qui sont limitées à 70, donc t'as un peu peur. Nuit noire, mais tu te rends bien compte qu'il y a une grosse montagne à côté de toi, quoi. Je sais pas comment tu sens la présence. Et moi, j'étais fascinée par ce couple de vieux qui faisait ce voyage-là, quoi. Enfin, moi, j'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais dans la vingtaine, quoi. Et on arrive au petit matin, on s'était mis d'accord avec le chauffeur du taxi, je sais plus par quel moyen, qui nous dépose à un endroit. Et en fait, assez brusquement, il nous demande de descendre. Et donc nous, on descend, et moi, dans le doute, je prends mon sac à dos, et mon ami avait mon appareil photo sur ses genoux, parce qu'on avait pris quelques photos au cours de l'arrivée, tu vois. Mais on pensait que c'était juste un saut, tu vois, qu'on allait remonter. Et en fait, il est parti. Et moi, je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait pas mon appareil photo. C'est, je pense, 10 minutes plus tard, je dis, mais où est mon appareil photo? Et c'était le tout début du voyage. Et moi, je me suis dit, mais non, mais je peux pas faire ce voyage-là où je suis aussi venue pour les grands espaces et pour faire un peu de photographie sans mon appareil photo. C'est absurde. Tout en me disant, bon, bah, Anne, si c'est la leçon que tu dois tirer de ça et d'aller regarder avec tes yeux et ton âme sans l'appareil photo, ben, ce sera sûrement aussi très bien. Mais quand même, j'étais un peu frustrée et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, non, mais en fait, je vais retrouver cet appareil photo. Je suis dans ce pays pour 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas de raison que je retrouve pas mon appareil photo. Toi, j'étais vraiment dans ce mode-là. Mon ami essayait de me raisonner, me dire, mais Anne, ça va pas. Enfin, t'as vu où on est sur un marché, il y a 1 million de personnes, tu vas jamais retrouver ton appareil photo. Et je me suis dit à ce moment-là, si, je vais le retrouver et je vais tout mettre en œuvre pour le retrouver. Donc, en fait, j'allais parler aux gens. Vraiment, je connaissais pas et qui comprenaient pas trop. Je leur racontais une histoire. Je dis, je viens de perdre mon appareil photo dans tel taxi. Alors, je sais plus comment ça se fait, mais on avait une photo de la voiture dans laquelle on avait voyagé. Et en fait, peu après ça, on devait reprendre la route pour aller plus dans le centre du pays, etc. Donc, de nouveau avec d'autres passagers. Et je parle aux gens, moi, dans les bus et tout ça. Et puis, en fait, ça m'a servi parce que il y a des gens qui, du coup, ont posté ça sur le groupe Facebook des chauffeurs nationaux. Et
le chauffeur du dernier petit bus là qui m'emmenait au centre du pays, elle nous a dit il faut aller déposer plainte, etc. Donc c'est lui qui nous a emmenés au commissariat, qui nous a servi aussi de traducteur et tout ça, et on est resté là-bas. C'était un sketch en fait, je pense, parce que eux ils trouvaient ça tellement improbable qu'on les a tous vus, je pense. Les gars du commissariat ils sont tous venus nous parler, donc on devait répéter la même chose, et ils trouvaient ça fascinant. Je pense qu'on est resté 3 heures dans ce commissariat là, et moi j'avais l'impression d'être dans un film, tout en me disant non mais c'est sérieux, je veux vraiment retrouver mon appareil photo. Je savais pas si c'était du lard ou du cochon, tu vois, cette affaire-là. Et on va se coucher. Et le lendemain matin, ce chauffeur-là vient me voir et me dit on a retrouvé votre appareil photo. J'ai dit ah ouais, hallucinant. Incroyable. À 300 km de là. Et il me dit écoutez, il y a mon cousin, je sais pas quoi, qui fait le trajet dans 3-4 jours. Si on se retrouve là dans 3-4 jours, vous avez votre appareil photo, il pourra le ramener de la capitale et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai fait 3 jours sans appareil photo. Et puis après, j'ai retrouvé mon appareil photo. Et c'était quand même dingue parce que les gens se sont tous mobilisés. Personne m'a rayonné, tu vois, à part peut-être mon ami qui me disait ça va pas de penser que tu vas retrouver ton appareil photo. Et je me suis dit, quand même, la force de la détermination, tout en lâchant prise, parce que, ça demande quand même un peu d'humilité d'aller voir des gens. T'es là, t'arrives avec ton pouvoir d'achat, ton appareil photo qui vaut des centaines d'euros, et pour eux c'est des mois de salaire, quoi, tu vois. Et je sais pas, je pense que j'avais senti que ces gens-là étaient quand même dignes de confiance, parce qu'il aurait très bien pu le revendre en fait, tu vois, cet appareil photo, et dire que non, j'avais jamais rien perdu dans sa voiture, quoi. Ne pas se manifester du tout. Donc ça, c'était ouais. Ça, c'est des histoires qui donnent foi. Ah ouais. Ah ouais, ça donne foi en l'humain. Ouais. Puis ça donne envie de diffuser aussi cette histoire-là, parce qu'elle est chouette. Ouais, il y a des gens qui ont le cœur sur la main quand même, et qui sont prêts à se mobiliser. Enfin vraiment, il y a plein de gens qui ont posté des trucs partout, qui appelaient leurs cousins. Non, quand même fou, quoi. Il y en a qui se sont pris en photo avec ton appareil ? Je crois que le chauffeur s'était pris en photo, du coup. Ouais. Mais non, après, j'avais pas retrouvé 1 million de photos dedans. C'était nickel, quoi, tu vois. C'était, ouais. Et comme si c'était rien passé. Mais il s'était passé quand même un beau geste d'humanité, en fait. Voilà. Et c'est quoi qui te ferait... Alors, tu t'évoquais un peu plus tôt tes craintes sur le fait d'y retourner par rapport à la manière dont ça aurait évolué, etc. Qu'est-ce qui te ferait, par contre, tu vois, si on laisse ça de côté, le fait que le pays a peut-être changé, que le tourisme s'est vachement développé, qu'est-ce qui, toi, te donne envie, et qu'est-ce qui te fait considérer le fait d'y retourner ? C'est les paysages, c'est les gens, le combo de tout ça ? Ouais, le combo de tout ça, une curiosité quand même sur leur façon de vivre qui est très très différente de la mienne, et des paysages, comme c'est très grand, tu vois, évidemment, j'ai pas pu crapahuter partout, et j'ai envie de voir un peu le pays plus dans son ensemble. Tu vois, j'aime pas du tout l'expression j'ai fait tel pays, je suis allée à tel endroit, parce que bon, tant qu'on n'y vit pas, je trouve qu'on connaît pas vraiment bien. Et c'est aussi pour ça que je fais de l'itinérance, en fait, parce que j'ai l'impression de plus vivre les choses, d'être plus au contact des gens, et un tout petit peu de leur quotidien. Mais il y a de ça, aller retourner voir ces grands espaces-là, avec une vision un peu différente. Tu vois, j'ai 10 ans de plus, j'ai une maturité qui est différente, et je crois que je l'avais dit pendant la visio, mais quand je fais ce genre de voyage, en général, je pars, je regarde très peu les photos du pays, pour vraiment y aller avec un regard un peu neutre, même si je savais que c'était joli, tu vois. Mais je pars comme ça, sans vraiment regarder, sans déterminer précisément ce que je vais y faire, et j'aime bien lire un livre qui parle de ce pays-là, tu vois. Ok. Un livre type quoi, un roman, ou qui se passe dans le pays, ou un récit historique ? Ouais, en général, c'est des romans historiés. Ok. Voilà. Et je pense que je referais ça, tu vois, en allant plus creuser sur la géopolitique. D'accord. Ouais. Intéressant. Et sur le Kirghizistan, tu avais réussi à trouver des livres Ouais, j'avais lu Continuer de Laurent Mauvigné, qui était très sympa. C'est un petit livre, hein, ça se lit très bien. Et ouais, c'était bien. Excellent. Excellent. Bah écoute, j'ai eu un invité il y a pas très longtemps, Félix, qui est parti faire une ascension, l'ascension du mont Kazbek, si je dis pas de bêtises, en Géorgie.
et il y est allé à vélo. Mais oui, j'ai écouté cet épisode-là, Ouais. qui était très chouette. Ça m'a donné envie. Et je pense que je t'ai mentionné dans l'épisode parce que c'était typiquement le genre Ah de mais oui. récit, ouais, Ouais. le genre de récit, comme le tien en fait là sur Kyrgyzstan, où le genre de récit qui font du bien en fait, parce que ça te montre que il y a plein de manières de voyager par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt, tu vois, avec en vrai c'était pas du tout une frustration, mais cette réflexion que j'ai eue à propos du Machu Picchu, tu vois, avec mon collègue. Ouais. En fait, il y a plein de coins dont personne ne parle ou pas grand monde qui sont encore sans doute préservés et où on peut vivre de chouettes aventures. Tu vois, lui, quand il parlait des vallées reculées de Géorgie, où il avait l'impression d'arriver dans des villages péniblement sortis du Moyen-Âge d'un point de vue architectural, etc. Moi, perso, ça me fait rêver. Et voilà, des récits comme le tien ou le sien, celui de Félix, poussent je le dis souvent que, tu vois, à force d'écouter les frappés, on finit par passer à l'action. Moi, ce genre de récit, ça finit par me faire passer à l'action. En fait, je pense que tous les... Tu vois, par rapport à ces pays-là, mais même en dehors, tout ce qui va nécessiter de la débrouillardise et un peu de... Ok, là, je fais face à moi-même et je dois sortir des ressources et tout ça. Et c'est, ça, justement, tu vois, l'histoire de l'appareil photo, ça a quand même révélé le truc de la détermination chez moi. Et je pense que c'est un... Enfin, moi, je trouve ça bien de se poser la question de pourquoi je vais aller voyager là. Enfin, tu vois, pourquoi j'irais sur les îles grecques, par exemple, où beaucoup de monde vont et où ça, c'est toujours joli, mais peut-être que ça perd un peu en authenticité. Et en effet, je pense que c'est pas les mêmes voyages. Mais pourquoi en deux questions d'ailleurs? Enfin, pourquoi et pour quoi faire? Pourquoi? Clairement. Ouais. Ce qui nous amène doucement mais sûrement au vélo. Pourquoi le vélo? Déjà, comment alors tu disais que tu t'avais toujours, tu t'étais déplacé, en tout cas tu te déplaçais depuis un certain temps à vélo. Ouais. Mais pourquoi ce changement de pratique et qu'est-ce que tu as décidé d'en faire un peu plus récemment? Alors, spontanément, j'ai envie de te dire tout bêtement, j'aime bien découvrir des choses. Donc, je pratique la voile, je pratique la randonnée. J'aime bien tester des choses nouvelles, donc je me suis dit ça je connais pas, mais ça a l'air de se rapprocher un peu de la randonnée en autonomie, itinérance. Mais il y a un côté mécanique et tout ça, vitesse que je connais pas. Voilà, j'ai envie de voir ça. Et aussi parce que finalement je suis pas si proche que ça de la montagne et de la mer. Donc il y a aussi un peu ce truc de ok, j'aime bien être ancrée là où je vis. Qu'est-ce que je peux faire comme autre pratique pour détourner un peu le fait d'être loin de ces points géographiques. Et puis j'ai une amie qui fait beaucoup de cyclo-rando, avec qui je suis partie. En fait, on a un peu échangé sur nos pratiques, tu vois. Elle marche beaucoup, mais elle avait pas fait de rando en autonomie avec un gros sac à dos sur plusieurs jours, donc on est parti faire ça ensemble. Et puis en fait, après, moi, il y a un moment où j'ai eu du temps, j'ai eu quelques jours, et je me suis dit elle m'a parlé de la cyclo-rando, ça avait l'air sympa, j'ai envie d'essayer. Et donc un jeudi soir, je me suis couchée en me disant tiens, je vais faire ça là. Et donc le lendemain, j'ai envoyé des messages aux copains parce que j'avais pas de matériel, j'avais rien du tout. Qui a quoi? Et puis le samedi, je partais. Voilà. Et en me disant on va voir si c'est sympa ou pas, si ça te plaît. J'ai fait un tout petit truc, hein. Enfin, c'était facile, c'était pas loin de chez moi. J'ai fait la route des vins d'Alsace. Donc pas beaucoup de dénivelé, je sais pas, c'est en moyenne ça dépend en combien de temps tu le fais, mais moi je faisais 60 km par jour, donc c'est tranquille, tu t'as pas besoin de porter vraiment de nourriture parce que t'as des villages tout le temps. Si t'as un pépin, t'as des gares pas loin, donc enfin en fait très facile quoi. Tu te mets pas vraiment en danger, etc. Mais vraiment pour voir si j'avais envie de goûter un peu plus à ça. Et de fait oui, parce que je me suis dit que c'était trop court, trop facile et quand même très chouette. Et c'est pour ça que j'ai monté un autre projet par la suite dont je pense que on va en parler un petit peu. Et voilà, globalement c'est ça. Mais je me pose pas beaucoup de questions. J'ai toujours envie de découvrir des nouveaux trucs. Là, tu vois, j'avais fait un tout petit peu de raquette Poulka dans les Alpes, mais sur 3 jours. Et depuis ça, j'ai envie de traverser le Vercors en raquette Poulka toute seule, quoi. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de Poulka, mais mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Une bonne luche chez Decat, ça fait l'affaire. C'est vrai, ouais. Un truc bricolé en bois. C'est vrai. Ouais.
Du coup, si on parle de cette aventure plus récente que tu as vécue à vélo, comment est-ce que l'idée a germé et on va commencer par ça. Ouais. Ma première cyclo-rando m'a donné envie de faire de continuer, tu vois, de faire quelque chose de plus long. En fait, j'aime bien partir un peu longtemps et loin, ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'avais envie de partir loin, donc faire des kilomètres. J'avais envie de faire un truc, en tout cas, je me disais, je vais me dépasser un peu. Parce que jusqu'ici, j'ai jamais vraiment eu l'impression de me dépasser, tu vois, de sortir de ma zone de confort. Je me suis jamais vraiment sentie trop en difficulté face à face avec moi-même, enfin dans des situations très compliquées. Et là, je me suis dit bon, je vais faire un défi sportif. Je m'étais dit je vais faire 1000 bornes, voilà, toute seule. J'avais envie que ce soit un peu décentré de ma personne, donc je voulais partir pour une association, donc qui est vraiment une dimension solidaire et de rendre visible un peu des choses qui sont invisibles mais qui touchent quand même pas mal de gens. Et j'avais envie de partir, de partager avec cet asso-là et avec des sponsors pour partager sur les réseaux, mais aussi, enfin, tu vois, pendant le périple, avant et après, et ça continue, tu vois, encore aujourd'hui. Que ce que je pouvais faire à mon échelle, enfin, je suis pas du tout une grande aventurière, puisse quand même susciter chez les gens l'envie de basculer du rêve au projet. Tu vois, que que la petite étincelle, elle grandit, c'est que les gens se disent, oui, moi aussi, je peux faire mes propres rêves, que ce soit ça ou la pâtisserie, j'en sais rien, tu vois, mais voilà, que pousser les gens à l'action et les femmes notamment, parce que en tant que femme, quand je voyage seule, en tout cas me concernant, j'ai toujours cette question-là de, mais t'as pas la trouille, tu pars toute seule. Je pense qu'il y a des gens qui me trouvent même imprudente, tu vois, de partir seule. Et donc j'avais envie de parler de ça et de parler aussi du fait de comment t'adaptes ta pratique sportive à ton cycle menstruel, qui est c'est un sujet qui est de plus en plus présent, mais encore trop peu à mon avis, et qui je trouve mérite d'être exploré, même en fonction de la nutrition, tu vois, parce qu'on a, en tant que femme, en fonction du cycle menstruel, on n'a pas les mêmes besoins nutritifs en fonction de là où on en est, et ça, personne t'en parle, quoi, tu vois, même dans ta scolarité, personne t'en parle jamais. Et donc, il y avait un peu tout ça. Donc, c'était assez complet, j'avais envie de faire un truc un peu complet, plus grand que moi. Et donc, j'ai décidé de partir rouler 1000 kilomètres à vélo. Au départ, je voulais faire Dunkerque-Saint-Malo. Parce que je trouvais ça sympa d'arriver en Bretagne, tu vois, puisque je viens de là-bas et ouais, c'était chez moi. Je me suis dit, ça va être sympa d'arriver avec la famille, les amis, tout ça. Et puis en fait, la météo était trop sale, donc au dernier moment, je me suis dit en fait, je vais aller dans le sud. J'ai une sœur qui vit à Marseille et puis comme ça, j'irai voir Loïc en même temps. Non, mais du coup, je suis partie en direction du sud. C'était une bonne idée, je pense. Ça aurait été très compliqué dans l'autre sens. Excellent. Donc, tu as réussi à préserver les 1000 bornes en changeant. Ouais, j'ai fait. Ouais, j'avais tout calculé quand même. Enfin, à la va-vite, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, je te prépare pas non plus à fond, mais en me disant, bon, là, en fait, j'arrivais à 970 et je me disais, bon, tu vas bien trouver 30 kilomètres quelque part, par-ci, par-là, et en fait, j'ai fait 1130, tu vois. Excellent. Objectif atteint, et pour l'association, j'avais ouvert une cagnotte. On s'était dit, 1 euro 1 kilomètre, donc 1000 euros. Tout Trop pile. bien. Ouais, ça, c'était dingue, ouais. Et du coup, avant qu'on revienne sur l'association, tu disais que t'es pas forcément fan de la préparation micro-millimétrée, mais physiquement, d'un point de vue matos, itinéraire, comment ça s'est passé la phase de préparation ? Alors, itinéraire, j'ai pas vraiment préparé. En fait, je savais qu'il y avait des véloroutes, tu vois, qui descendaient vers le sud. Donc, je me suis dit, je vais emprunter ça. Et puis, si j'ai envie de changer, je change. Enfin, hyper libre, tu vois, vis-à-vis de ça. Donc, c'est quoi ? C'est principalement la Via Rona ? Alors, ouais, mais t'en as une au-dessus, en fait, qui s'appelle la Voie Bleue. Ok. Et en gros, tu longes les fleuves, globalement. Et j'ai quitté ça dans le sud, en fait, pour aller vous voir les uns les autres, et puis être plus, j'avais un peu envie de sortir de l'itinéraire. Et je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, mais je bifurque un peu de ta question. Sur la première semaine, j'ai croisé d'autres randonneurs, pardon. J'ai croisé d'autres cyclo-randonneurs et on a bien sympathisé, donc j'ai choisi aussi de rouler avec eux, tu vois, de rester avec eux, parce que c'était sympa. Si j'avais été toute seule, peut-être que je serais allée chercher un peu plus de dénivelé, ce qui m'a un peu manqué. Et voilà. Mais entre guillemets, je m'étais dit, de toute façon, si j'ai besoin, j'utilise Komoot, mais globalement, je voyageais sans GPS.
Et, et voilà pour l'itinéraire. Après, pour le vélo, enfin pour le matériel, allez, pour tout ce qui est itinérance, j'ai tout mon matériel de randonnée qui est très bien, très compact, enfin vraiment très technique. Donc je savais que j'utilisais la même chose. Après, j'avais pas de matériel vraiment, tu vois, j'avais pas de cuissard, j'avais rien quoi, j'avais pas de sacoche et tout ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai sollicité des sponsors. Et donc il y en a 3 qui m'ont soutenu là-dessus. Il y a un magasin qui s'appelle Shulanka, qui m'a bien aidé aussi, même dans les conseils, tu vois, l'accompagnement et tout ça, que ce soit mécanique ou, enfin, voilà, le conseil pour rouler. Et donc, je les remercie. Merci Olivier, si jamais il m'écoute. Il y a un équipementier qui s'appelle Le Cyclo aussi, qui m'ont soutenu, ou qui sont pas du tout dans la région où je vis, mais qui ont accroché au récit, voilà, de mon périple, qui m'ont soutenu aussi. Et puis, il y a Stout, que tu connais. Yes, j'adore Stout. Ah ouais, ils sont trop sympas. Et puis leurs lampes, alors là, je les ai plus utilisées là, tu vois, pendant les vacances, enfin, quand je roule là, en hiver, que pendant mon périple finalement. Mais donc eux, ils font des lampes incroyables, vraiment incroyables. Moi, je suis impressionnée à chaque fois je suis trop contente à chaque fois que je les utilise. Et voilà, je les remercie tous les 3. C'était aussi chouette, tu vois, de voir que je pouvais avoir des sponsors juste à travers mon récit. Parce que je suis allée au culot, j'avais pas de réseau social. Donc, je promessais pas sans promesse de trucs influenceurs, vraiment loin de tout ça. Et d'ailleurs, ça me va très bien parce que j'ai du mal quand même un peu avec les écrans et les réseaux sociaux. Surtout quand je suis en voyage. Ça, c'était peut-être le plus grand défi de ce périple finalement. Et, et je trouvais ça chouette de voir que, ben ouais, quand tu te rejoins sur les valeurs, sur l'authenticité, sur le fait que là ce soit aussi un projet solidaire qui vient soutenir une association, etc., de voir il y a toujours des boîtes qui sont sensibles à ça et pas que aux chiffres, ben c'était chouette. C'est chouette et puis c'est aussi, je trouve, un super message pour montrer une fois de plus qu'il faut oser. Parce que spontanément, on pourrait se dire oui, mais j'ai rien à apporter à ces marques, je suis pas connu, je suis pas visible, je pars pas, tu vois, j'en sais rien. Le projet qui est fou, mais c'est pas le Vendée Globe, donc tu vois, en termes de retombées. Et en fait, finalement, comme tu dis, à partir du moment où il y a un alignement dans les valeurs, dans l'approche, dans la philosophie, un match Exactement, humain, ouais. ça peut déboucher sur un truc super chouette. Parce que ça aurait changé quoi pour toi de pas avoir ces sponsors? Bah, sur l'équipement quand même, parce que je demandais pas une participation financière, mais plus sur l'aide matérielle. Donc ça m'aurait demandé quand même à moi beaucoup plus d'investissement financier, etc. Et le fait de partir avec des sponsors, je trouve que ça donne une dimension encore plus grande à ton projet, justement parce que c'est des gens qui vont croire en ton audace et en l'authenticité du truc. Je sais pas comment dire, ça venait vraiment étoffer le projet. Enfin, ça a même fait partie des fondations, tu vois. Et puis comme dans ces voyages-là, que ce soit là, je fais vraiment le comparatif rando en haute montagne, etc. Et là, l'itinérance à vélo. Quand tu croises des gens, t'arrêtes pas de parler de ton matériel, en fait. Non, mais c'est vrai, tu parles tout le temps de tes petites techniques, tes petites astuces, tes petits trucs, et ta tante, elle pèse combien? Et moi, j'adore parler de ça, mais, donc là, je trouvais ça chouette aussi de partir avec cette dimension-là, en fait, et de pas juste profiter des conseils des gens dans les magasins et de vraiment en fait, oui, proposer aussi de participer, au cœur du projet. Excellent. Et rentrons dans le détail du coup du matériel. C'était quoi ton vélo, ta tente, enfin le matériel un peu indispensable que toi t'as trouvé indispensable? Ouais, alors le vélo, pour te dire à quel point je suis quand même, au départ, je pensais partir avec mon VTT. Et puis, c'est possible, hein. Je pense que ça aurait été plus difficile, plus long, plus lourd, mais possible. Et puis finalement, je suis partie avec un gravel. Je suis partie avec le G100 de la marque Welt. Die Welt, c'est une marque allemande. Et je suis très très contente je suis partie en gravel du coup. Parce que je voulais me laisser la possibilité justement de faire du gravel parce que j'aime bien et que je pense qu'à l'avenir je vais encore plus aimer, tu vois. Donc il y avait un peu ce truc d'investissement sur le long terme. Voilà, je voulais un vélo avec double plateau, enfin voilà, tous les trucs un peu de base quoi. Et
En tente, je suis partie, j'ai toujours la même tente depuis des années et des années. C'est une tente de la marque Vaude. C'est la Taurus 2. Donc elle a de l'âge maintenant parce que, ouais, elle doit avoir pas très loin de 10 ans. Et elle va très bien, elle est en pleine forme, c'est juste que j'ai perdu mes arceaux de tente sur le périple, et heureusement que j'ai été hébergée chez les uns chez les autres, presque dans la poussière chez toi. Mais à part les arceaux, tout va très bien avec cette tente, je l'aime beaucoup. Voilà, en fait, j'ai repris mon matériel de rando, quoi, sur ça, ouais. Il y a rien qui t'a manqué, du coup, d'un point de vue matos. Là, si demain, il y a quelqu'un qui se dit, allez, je pars faire 1000 bornes, non pas de Dunkerque à Saint-Malo, parce qu'on a bien compris que la météo n'est pas fiable, mais pour venir dans le sud, tu conseillerais quoi, toi? Alors, un truc tout bête, mais et ça, c'est une astuce que j'ai piquée à 2 cyclo-randonneurs avec qui j'ai roulé un petit peu, qui s'appellent Loïc et René, qui venaient des Ch'tis, ils venaient du Nord, eux. Et j'ai trouvé ça super comme astuce. Ils se baladent avec des gants, tu sais, en latex, là. Ah oui. Quand tu dérailles. C'est vachement bien parce que ça pèse rien, ça prend pas de place. Mais par contre, enfin, je trouvais ça, ouais, une petite astuce que j'aime bien. Donc, je dirais ça. En tout cas, quand tu pars à vélo. Après, il y a le matériel de réparation indispensable. Au début, je suis partie sans, comment on appelle ça? Le truc pour la chaîne, là. Le truc pour réparer ta chaîne si jamais elle pète. Sans maillon? Ouais, sans maillon, voilà. Et j'en ai acheté un sur le trajet en me disant, ce serait quand même dommage d'arrêter ton périple à cause de ça. Mais sinon, non, j'avais une pompe, j'avais chambre à air de rechange et tout ça. Mais rien ne m'a manqué. Je pense que c'est parce que je suis habituée, tu vois, avec la randonnée. Quand je pars toute seule sur 10 jours, en fait, j'ai déjà tout le matériel. Donc, en fait, je prends la même chose. Je me pose plus la question. C'est plus facile pour moi de faire mon sac pour partir comme ça que pour les vacances de Noël où il faut prendre telle paire de chaussures, une tenue festive, une tenue sportive. Là, c'est plus rapide. Mon matériel, c'est toujours le même. Et non, j'ai manqué de rien. J'ai rien pris en trop, sauf peut-être mon livre, mais je pars jamais sans livre. Donc c'était. Ok, ouais. J'ai pas eu le temps de lire parce qu'en fait, justement, la communication pour les sponsors et l'asso me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, j'avais mal anticipé, mais sinon, je lis tout le temps, en fait. Donc, je regrette pas d'avoir pris mon livre quand même. C'était quoi comme livre? Je sais plus. C'était un polar que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. C'est ça, de Grisham, je crois, mais je me souviens plus. Bon, tu seras obligé de l'emmener avec toi quand tu pars au quai résistant avec ton vélo. Ouais, voilà. T'avais jamais fait une telle distance avant à vélo? Non. C'était quoi tes craintes s'il y en avait avant le départ et les leçons que tu en tires, ou en tout cas les apprentissages que tu as fait maintenant que c'est dans la poche? En crainte, je dirais d'avoir un gros problème mécanique et de pas savoir m'en sortir. Et comme j'ai eu 0 problème, tu vois, j'ai pas eu à affronter cette peur-là, donc peut-être que c'est une crainte qui est reportée, je sais pas. Mais du coup, tu vois, ça m'a donné envie de me former un peu à la mécanique, en fait, pour devenir un peu autonome là-dessus. Justement, s'il m'arrive un truc, en fait, si je me forme un peu avant, voilà, comment tu mesures la crainte et qu'est-ce que t'en fais. Et sur la distance, il y a vraiment ce truc de curiosité. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Combien je vais rouler par jour? Aucune idée. Est-ce que je vais avoir mal quelque part, etc. Non. J'étais confiante sur l'endurance quand même parce que je fais quand même beaucoup de sport en fait au quotidien et dans l'aviron, et en fait avec l'aviron globalement tu sollicites tout ton corps. C'est ultra complet. On fait du renfort musculaire et tout ça souvent. Enfin toutes les semaines. C'est même un sport qui m'aide dans ma pratique du trail, tu vois. Là-dessus, j'étais très confiante en fait sur l'endurance et sur quand même mon endurance mentale. Comme je fais pas mal de choses, je sais qu'elle est quand même plutôt, en tout cas, qu'elle me donne de la marge, voilà, on va dire. Donc voilà, mais quand même la curiosité oui, j'avais jamais roulé. Je crois que j'avais jamais roulé plus de 65 km par jour, mais en une fois en plus, enfin 60 répétitions, donc. C'était la curiosité de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment mon corps va répondre. Et j'avais quand même en fait j'ai toujours un petit héritage au genou gauche sur une blessure que je m'étais faite dans les essuie-glaces. Donc je suis quand même partie avec ma petite attelle au cas où,
en prévention. Et c'était, enfin, et puis j'avais du coup adapté la hauteur de ma selle pour ça, etc. La façon dont je pédalais, où je positionnais ma jambe pour éviter une inflammation. Et il y a une fois où je l'ai porté 1 heure et demie, tu vois, c'est tout. Mais c'était plus pour soulager par prévention que vraiment par douleur. Mais non, globalement sportivement, c'était plus le est-ce que je vais y arriver, mais parce que j'ai jamais fait, donc je sais pas trop ce que ça va donner, tu vois, ce que ça va créer vraiment dans mon corps, tout en me disant bon, globalement je suis quand même sportive, je pense que j'ai un corps qui est assez robuste, j'ai pas un gros gabarit, mais bon, dans ma famille je pense on a une disposition favorable, voilà, à ce type de sport, donc ouais, curieuse quoi, en me disant bon, on va voir. Maintenant que tu l'as fait, si j'ai bonne mémoire, le matin où on s'est vu, il te restait 20 ou 30 kilomètres à faire, hein, donc tu étais largement au-dessus des 1000, tu avais fini quasiment. Oui. Et je me rappelle que donc je t'avais demandé comment ça allait, si c'était difficile ou au contraire si toi tout allait bien, et tu me dis oh non, bah franchement je pouvais continuer encore un bon moment. Je dis, ah ok, d'accord, intéressant. Ouais. Donc tu confirmes maintenant quelques semaines après que bon, ça t'a pas, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Ah ouais, complètement. Mais non, mais c'était une chouette découverte, de me dire ah ouais, ok, donc en fait vraiment t'as les capacités dans ton corps pour aller loin longtemps. Après je roulais pas à fond non plus. Enfin tu vois, j'aurais pu rouler plus vite et plus tous les jours aussi, mais comme c'était un projet complet, ben j'avais des engagements etc à tenir, donc je pouvais pas non plus ne faire que rouler de 8h à 22h, mais à la fin, je me suis dit, ok, donc en fait, si tu pourrais rouler plus par jour, tu pourrais faire beaucoup plus de dénivelé. Et si j'avais pas eu mon impératif, je pense que je serais partie en Italie. Donc, en fait, j'étais à la fois, très contente de découvrir ça, de me dire, ah ouais, en fait, voilà, tu vois, dans ma tête, les prochains, c'est 3 à 4 000. Du coup, 1000, c'était bon. Je me suis pas sentie en difficulté, j'ai jamais eu mal nulle part, j'ai jamais eu de douleur, enfin, tu vois, je me suis pas sentie exténuée. Alors, je faisais quand même gaffe à mon alimentation, mais, non, en fait, j'ai pas trouvé ça difficile, c'était presque frustrant parce que tu parlais au début du podcast, je pense que c'est ce que tu dis à chaque introduction de podcast, qu'une écoute prolongée peut entraîner des projets un peu fous. Et je pense que l'écoute de ton podcast a fait partie aussi, tu vois, de cette mise en jambe. Et je me suis dit, bah zut, moi je pensais me dépasser dans ce projet, et en fait, je me suis pas dépassée. Bon, du coup, je vais penser d'autres choses, mais ouais, c'était assez marrant. Mais je dis, bah non, j'ai mal nulle part. Non, bah non. Bon. Bon, bah tu sais ce qu'il reste à faire, hein. Ouais. Je pense que j'aurais plus de douleur si j'avais passé les Alpes, tu vois, je pense que j'aurais quand même un peu plus mal. Ouais. Passionnant. Du coup, comment tu penses que tu vas approcher la suite? Tu dis que voilà, t'as pas forcément il y a des gens qui rationalisent beaucoup de choses, structurent, mathématisent. Bon, j'ai l'impression que toi, c'est un peu plus aussi au ressenti. Ouais. Mais comment t'approches la suite maintenant que ça c'est fait et que t'as découvert ce que t'as découvert? Bah, il y a deux choses, tu vois. Je me dis que, en effet, j'ai envie de continuer la pratique du vélo, mais de façon peut-être plus sportive du coup. Enfin, avoir des temps où c'est vraiment la performance sportive. Donc, j'ai envie de faire un peu d'ultra. Mais ça, je me serais jamais dit ça il y a même 1 an, tu vois. C'est impensable pour moi. Et j'ai envie de continuer aussi à faire ce type de projet au long cours, en partant avec soit pour des assos, soit pour parce que j'écris beaucoup, et donc j'ai le projet plutôt artistique en parallèle, tout en m'octroyant aussi cette tu vois, le fait de pas trop planifier, etc. Je suis vraiment disposée aux choses, et ça me permet d'être disposée aux rencontres, à ce qui se passe autour de moi, en fait. Et je crois que je me suis jamais sentie aussi ancrée dans le présent que pendant ce périple-là. C'était assez fascinant comme je pensais juste au présent. C'était très chouette comme expérience, et j'aimerais bien renouveler ça. Et puis tu vois, même dans ce voyage-là, j'ai pas besoin d'aller en Asie centrale
pour percevoir, tu vois, la bonté des gens. Enfin, j'ai rencontré des gens trop sympas. Alors, je sais pas si c'était trop sympa parce que j'étais une femme seule, blablabla, mais vraiment, il y a des gens, ils m'offraient des trucs que je pouvais pas payer, tu vois. Il fallait pas que je paye tel hébergement, tel café. Ils voulaient tout m'offrir. Il y a la première nuit sous tente quand même, en termes d'anecdotes. Bon, il pleuvait, tant de merde. J'avais roulé toute la journée face au vent, mais avec vraiment un vent très fort et tout ça. Et j'avais roulé, je sais plus, 90 bornes. Et c'était vraiment le deuxième jour, tu vois, donc j'avais jamais roulé tout ça. Et j'installe ma tente, j'étais contente de moi. Je commence à manger des petites graines en me disant, bon, je vais préparer mon dîner et tout. Puis là, il y a quelqu'un qui surgit de nulle part. Mais même visuellement, je pourrais pas te décrire cette personne. C'était trop fugace. Et qui me tend un gobelet de thé chaud. Il faisait hyper froid, j'étais trop contente de boire un truc chaud, quoi. Et je commence à me lever de ma tente et la personne me dit, bon, en anglais, tout ça, elle me dit, non, reste assise, y a pas de problème, ça. Puis elle est partie. Je n'ai jamais vu cette personne, je sais pas qui c'est, ni comment elle s'appelle, d'où elle vient, je sais pas, mais quelqu'un m'a offert un thé chaud, quoi, tu vois. Et ce genre de moment, tu te dis, mais on a envie de plus de ça dans le quotidien, tu vois. Et juste après, il y a deux Belges qui étaient pas très loin de moi, qui étaient en train de dîner. Ça sentait trop bon. Ils s'étaient fait une énorme poêlée de légumes avec un petit peu de viande et tout. Un truc trop bien cuisiné, c'est le truc qui mijote pendant 2-3 heures. Et ben, c'était ça. Et du coup, ils m'ont invité à dîner. Et ça, c'était vraiment le premier soir sous tente, quoi. Je suis là, c'est génial, ce voyage. Et ça, j'ai envie de garder ce côté-là un peu spontané, etc. des voyages. J'ai un peu perdu le fil de ta question, je crois. Qui était fort de cette expérience, tu vois, des 1000 kilomètres à vélo. Comment tu te projettes pour la suite? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose t'as en tête ou... Ah oui. Et pour la suite, alors, moi j'ai un caractère, comme j'aime faire plein de choses et j'ai plein de souhaits différents. Et c'est difficile de les conjuguer en même temps parce que j'ai pas assez le temps. Mais c'est pas grave, je me dis bah si tu fais pas ça cette année, tu feras ça plus tard. La montagne elle va pas bouger d'ici là, je pense pas. Mais en termes de vélo, donc j'aimerais bien faire un gravelman qui sera soit en Bretagne, soit au niveau de Lyon. Et là, l'idée, c'est de faire, alors j'hésite encore un peu sur la distance, mais 200 ou 350 kilomètres en autonomie, toute seule. Enfin, dans le cadre de la course organisée, mais en m'inscrivant toute seule. Et après, en projet plus au long cours, j'ai plusieurs idées. Il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place parce qu'elles prennent moins de temps, tu vois. J'aimerais bien traverser le Royaume-Uni. Ça, c'est un peu plus court. Donc c'est plus facile à positionner dans le temps. Et il y en a deux autres que j'aimerais bien faire dans cette année ou l'année prochaine. Enfin, on verra comment ça se passe. C'est aller vraiment dans les endroits qui sont proches, accessibles facilement, mais que je connais pas du tout. Et en fait, toute la face sud de l'Espagne, je connais pas. Et le Portugal. Donc j'ai envie de descendre, de longer, en faisant un détour quand même par le désert espagnol, mais j'ai envie de faire ça. Et on verra, soit je descends ensuite au Maroc, soit je remonte toute la côte du Portugal. Bon, on verra. Ça, tu vois, c'est le genre de truc que je décide pas à l'avance et ça me va très bien. Et j'aimerais bien quand même, parce que la Norvège m'a bien marqué, y remonter à vélo. En fait, profiter des fjords. Et en plus, comme je travaillais là-bas, j'ai crapahuté autour de mon lieu de vie, mais j'ai pas découvert la Norvège finalement. Donc j'aimerais bien le faire à vélo. Je trouve que l'itinérance c'est vraiment vraiment trop bien pour faire ça. Et puis après, en parallèle, il y a des projets de voile et de rando qui s'ajoutent, mais on peut pas tout faire d'un coup. Mais ouais, ça reste quand même des pratiques que que je fais tous les ans. Tu vois, il y a jamais une année sans voile et sans rando. Ouais. Le Portugal, c'est aussi sur ma liste. Je suis tombé sur des itinérances. Alors, je crois que c'est de Porto à Lisbonne, où tu as une sorte... alors, je sais plus si elle est terminée, il me semble pas, mais tu as une piste, un itinéraire vélo, réservé vélo la plupart du temps. Donc, tu n'as pas de circulation avec les voitures. Ouais. Et c'est absolument magnifique, parce que du coup, tu es quasi en permanence au-dessus de l'océan. Avec vue sur l'océan, les plages, etc. Et ça se fait en moins d'une dizaine de jours de mémoire.
Ah ouais. J'essaierai de retrouver le lien et de te l'envoyer parce que j'ai de la famille qui vit à Lisbonne, enfin une de mes sœurs qui vit à Lisbonne, donc Ah ben voilà, j'ai j'ai fait ça un en pied tête à depuis un terre, petit moment. super. Ouais. Génial. Ah ouais, bah, volontiers, ouais, je vois Ouais. bien. Ouais. Mais bon, le Bon. sujet, c'est d'y aller, quoi, parce que depuis Aix, il y a 1000, je crois que c'est 1700 kilomètres à travers l'Espagne. Et alors? Ouais, Je vois pas ça fait le. tout de suite. Ouais. Bah, en Mais bon. train, c'est quand même plutôt bien relié. Enfin, tu passes par l'Espagne, tu vois, jusqu'à Bah, je sais Madrid pas, et j'ai tout. pas regardé. Prendre le train avec un vélo, je sais pas s'il faut le démonter ou pas. Bon, j'avoue que c'est pas, en vrai, c'est pas des gros problèmes à contourner ou à gérer, mais bon, faut un peu de Non, mais logistique. tu vois, je pense que peut-être le point phare de mon voyage, moi, ça a été mon retour en train. Ah ouais? Ah ouais. Avec le vélo, parce que je m'étais dit, justement, pas envie de le démonter, parce qu'en fait, comme je suis partie en mode bikepacking, j'avais pas les 2 grosses sacoches à l'arrière que tu Eh peux, à la oui. rigueur, porter dans un bras. Mais là, j'en avais plusieurs et je me voyais pas trimballer tout ça. Enfin, je me disais, mais je vais jamais y arriver. Porter mon vélo d'un côté, j'avais pas envie de me balader avec une housse de vélo. Et donc, je m'étais dit, bah, tu vas remonter en TER, c'est pas grave, quoi. Donc, j'avais fait, je devais avoir 4 ou 5 TER à prendre. Et en fait, le premier, Marseille, est parti avec 40 minutes de retard. Et on a cumulé ensuite encore 45 minutes de retard. Donc, j'ai loupé ma correspondance à Lyon-Pardieu. Et bon, tu connais Lyon-Pardieu, c'est une gare super quand t'es avec ton vélo et tout. Et, et en fait, là, les contrôleurs de mon TER m'avaient dit, ah, mais c'est bon, vous inquiétez pas, on a prévenu à Lyon, au service des opérations, je sais pas quoi, ils savent que il y a des gens qui vont monter dans leur TGV jusqu'à Dijon et ensuite vous reprendrez votre itinéraire initial. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ils étaient pas au courant. Et moi, j'avais insisté, je lui ai dit, mais ils sont grands que j'ai un vélo, parce que je suis pas autorisée normalement à monter avec mon vélo. Ah oui, oui, et puis si ça marche pas, bon, il est parti sur des phrases un peu macho et misogynes, insupportables. Mais de fait, notre TER, il est arrivé 2 minutes avant le départ du TGV, donc normalement, tu peux même pas monter dedans. Ouais. Et puis tu sors, t'es là, poussez-vous, parce que tout le monde s'agglutine devant. Je comprends pas pourquoi. Enfin bon, les gens se sont quand même poussés. Et là, je me suis dit, bon, bah, Anne, 2 choses, lâcher prise et détermination. Parce que tu peux pas décider à la place des contrôleurs du TGV, mais en même temps, tu veux quand même monter parce que j'étais vraiment attendue, j'étais témoin de mariage le lendemain. Donc, il fallait que je monte, Ah quoi. oui, J'avais pas ouais. le choix. Et ils étaient 3 contrôleurs et il y en avait un au début, il me dit, bah, vous montez, d'accord, mais sans votre vélo. Je dis, bah, non. Vous êtes marrant, vous. Enfin, vraiment, j'étais là, mais quelle absurdité humaine. Je lui ai pas Ah ouais. dit, mais vraiment, j'étais là, mais bah non. Et puis, les 2 autres contrôleurs étaient, je pense, beaucoup plus sympas, plus compréhensifs, etc. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, mais en fait, je viens de rouler 1000 bornes pour une asso toute seule et tout ça. Il faut juste que je remonte. Je vous embête pas. Je descends à Dijon, ça va pas être long. Vous vous apercevrez pas de ma présence. Et puis je disais, mais en fait, j'ai pas le choix, je dois vraiment monter, je suis attendue le lendemain, etc. Au début, il tenait mordicus, non, 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 vous montez pas, puis tu sais, il s'apprête à siffler. Et, et là, en fait, j'ai sorti quelques larmes quand même, en me disant, mais c'est pas possible d'être aussi... Enfin, d'accord, il y a les règles, il y a la loi, puis il y a aussi l'esprit de la loi à côté, quoi, tu vois. Il y a Ouais, des ouais. moments où... Je dis, mais je lui ai dit, gars, je dis, mais je comprends qu'il y a des règles, c'est pour ça que j'ai pris un TER, moi. Justement parce qu'il y a des règles, et ok, je les accepte, mais... Puis finalement, ils m'ont laissé rentrer. Et ce qui était drôle, c'est que tous les gens dans la voiture avaient vu la scène, et il y en a plein qui sont venus me voir. C'était drôle parce que c'était que des promoteurs immobiliers, donc moi j'étais en tenue de cycliste, quoi. Au milieu de tous ces gens. Ils sont allés me chercher des cafés, des Ah gâteaux. ouais. Enfin vraiment, le voyage continuait. Et en fait, mon train dans lequel j'étais montée en première classe sans faire exprès allait à Luxembourg. Et puis, finalement, tu vois, ils sont venus me voir, les contrôleurs, pour quand même discuter de mon projet, tout ça. Finalement, ils se sont un peu intéressés. Très sympa. Et c'est là que tu dis que l'humanité, c'est quand même... si tu te laisses toucher, en fait, tu peux... Allez, tu peux témoigner un peu de ta générosité. Et finalement, ils m'ont laissé dans le TGV, tu vois, jusqu'au bout. Donc, j'ai pas eu à reprendre mes TER. Ouais. Mais c'était quand même vraiment un bon... Ah, Ouais, tu dis, ouais, il faut y croire, quoi. Faut croire en ouais, c'est l'audace, ça. quand même. Faut croire en l'audace et j'ai réussi, finalement. Ok, bon. Je vais regarder le voyage en train alors. Ouais, Pour ouais, aller au mais Portugal. prépare. Alors, par contre, je crois que les housses sont vraiment obligatoires maintenant.
Enfin, parce que sur mon périple à vélo, j'ai une amie qui m'a rejoint 2 jours. Et donc, elle avait prévu des gros sacs poubelles, je crois. Et elle a failli se faire refuser et se prendre une amende parce que c'était pas une vraie housse, quoi. Ouais, ok, bon. Après, est-ce que c'est ça partout ? J'ai l'impression que c'est un peu la tête du client, quand même. Ouais, je pense. Ou en tout cas, au bon sens de la personne qui te contrôle. Voilà. Excellent. Bah, écoute, plein de belles choses à venir. Qui sait, peut-être qu'on fera un bout d'itinéraire au Portugal, ensemble. Ah bah ouais, carrément. Ah bah ouais. Ça serait rigolo. On organise un week-end des frappés ouvert à tout le monde, mais il faut se ramener au Portugal avec son vélo et sa housse à vélo via le train. En un temps déterminé. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Je te prépare ça. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup Anne. C'était absolument génial d'échanger sur tout ce que tu fais, ton approche du sport, de l'aventure, du voyage en général. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager en guise de conclusion ? J'aurais envie de dire aux gens d'aller s'éveiller dehors, quoi, tu vois, déjà que les peurs et les freins des autres ne se superposent pas aux rêves, en fait, parce que moi, si j'écoutais les peurs et les freins des autres, je ferais rien, quoi. Enfin, je partirais pas toute seule en tant que femme. Ça, on en a pas trop parlé, mais quand même. Pas aussi loin, enfin, mais en fait, c'est les peurs des gens, j'ai pas à les porter. Ça veut pas dire que j'ai pas forcément des peurs mais c'est comment tu les appréhendes toi-même, et en fait, être libre vis-à-vis de ça, j'ai envie de dire, se faire confiance. Et puis moi, j'ai envie de dire être, tu vois, curieux, se mettre en mouvement, mais être curieux, quoi, mais même dans le quotidien, je trouve que ça donne de l'élan, c'est stimulant, et puis la curiosité, ça vient quand même du latin qui veut dire prendre soin, en fait. Et je trouve ça chouette comme vision des choses, parce que du coup tu prends soin de toi, mais quand même aussi des autres, et ça te sort un peu de toi. Enfin, moi en tout cas, la curiosité, c'est quelque chose enfin, je veille à ça depuis longtemps, en fait, comment je peux rester curieuse, etc. Et je pense que ça pousse justement à faire des choses un peu inédites, et à rendre peut-être ta vie plus intense, quoi. Ouais, je trouverais ça chouette que les gens se lancent, en fait, arrête de regarder ce que les autres font, et que les gens aillent écouter leurs propres rêves, et parce que je me suis aperçue que il y a pas mal de gens qui ne savent pas répondre à la question c'est quoi vos rêves, et je trouve ça trop triste, tu vois. Et j'aimerais bien que les gens se disent mais oui, mais en fait ça je pourrais le faire, j'ai aucune raison d'attendre pour le faire. Parfois t'as un peu la paresse, quoi, ou ça te semble compliqué, mais justement va parler à d'autres gens qui l'ont déjà fait, et puis c'est quoi, c'est 10 secondes de flemme contre quoi derrière, quoi. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Je calcule, ça va me coûter quoi en paresse et quoi en face, et puis la flemme perd tout le temps. Ouais, j'ai envie de que les gens fassent ça. Mais bon, c'est mon souhait pour les autres, mais c'est aussi pour moi, quoi. Bah écoute, ça me parle carrément. Je suis 100% d'accord avec toi sur cette notion de passage à l'action, de faire sauter ses propres œillères, barrières, filtres et pensées limitantes. Mais j'espère, je suis convaincu que ton témoignage, ton récit au micro du podcast va contribuer à ça. Donc merci beaucoup une fois de plus Anne, et puis écoute, hâte de voir ce dans quoi tu vas te lancer pour la suite. Merci à toi Loïc, merci de m'avoir donné le micro, la parole. Je suis encore une fois très touchée, et puis si ça peut servir à des gens lambda, on va dire comme moi, qui suis pas une grande exploratrice, à accomplir leurs rêves, c'est chouette. Merci. Trop bien. Merci Anne. Merci Loïc.